Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le projet Résilience pour la paix en Côte d'Ivoire a démarré dans la région du Poro. Il vise à lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme violent et renforcer la paix dans les zones frontalières. Il est mis en œuvre par Equal Access International grâce à un financement de 10 milliards de francs CFA des États-Unis. Les alliances interethniques contribuent depuis des décennies à régler promptement les conflits entre individus et entre communautés. À l'échelle nationale, ces alliances sont une arme puissante pour consolider les liens et maintenir une paix véritable en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale examine depuis ce matin le budget général de l'État. Avant cela, la Commission des affaires économiques et financières a validé le projet de loi rectificative du budget 2021. La loi de finances pour l'année 2022 a également été présentée. Et puis au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont quitté Tessalit. Les forces armées maliennes, épaulées par un gros contingent de la MINUSMA, sont désormais aux commandes de cette base avancée. Bienvenue dans ce journal, heure décalée en raison de la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun qui vient de se jouer au titre des éliminatoires pour le mondial de football 2022. Rencontre malheureusement soldée par une défaite de la Côte d'Ivoire. Ouvrons ce journal sous des auspices de paix à l'occasion de la célébration hier 15 novembre de la Journée nationale de la paix. Le chef de l'État a déclaré sur sa page Facebook officielle, et je cite, « La paix est notre patrimoine commun. Notre responsabilité à tous est de la perpétuer et de la léguer, à notre tour, en héritage à notre jeunesse et aux futures générations. Par le dialogue, unis, nous construirons une Côte d'Ivoire solidaire, paisible et fraternelle. Bonne journée nationale de la paix à toutes et à tous. » Fin de citation. Pour perpétuer et pérenniser cette paix comme souhaité par le chef de l'État et l'ensemble des Ivoiriens d'ailleurs, le jeu des alliances interethniques pourrait jouer un rôle important. Il permet de régler les conflits, de consolider les liens entre les communautés et les chefs communautaires ne se privent pas de l'utiliser à cet effet. Yannick Efoumi et Isaïo. Des alliances interethniques sont une réalité en Côte d'Ivoire. De nombreuses communautés pratiquent cela depuis la nuit des temps. Les Bété ont des alliés. Les alliés des Bété, ce sont les Oubi. Les Oubi c'est un petit peuple qui se trouve dans le département de Taï, dont est issu le ministre Désiré Nyon-Conté. Le Oué, c'est ce que maladroitement d'autres appellent les Guérés et les Oubé. Et nous, nos alliés, vous savez, nos alliés, c'est les Gourous et c'est les Sénoufos. Tout le sud est donc allié aux Dida. Les Godiers, les Néo sont des Dida. Ils ont des alliés avec ceux qui sont dans la région de Divo, dans la région de Guitry, dans la région de Lakota. La plupart de ces alliances ont bien une origine et une raison qui les rendent efficaces dans le règlement des conflits. Les parents nous ont enseigné que les Oubi étaient en conflit avec un autre peuple. Et les Bété sont allés les secourir. Et ils ont vaincu l'adversaire. Donc pour sceller cette alliance, on nous a dit qu'ils ont enterré vivant une personne pour sceller cette alliance. C'est pour cela que le Oubi et le Bété sont véritablement liés. Un jour, je suis allé pour régler un litige qui opposait une famille Gouro à une autre ethnie qui n'est pas Oué. Mais l'autre famille m'avait désigné pour les accompagner. Et quand on est arrivé, l'histoire piétinait parce que la famille qui avait leur enfant qui avait raison, qui a mis l'autre derrière les barreaux, ne voulait pas fléchir. Mais pourtant c'était une famille Gouro. Mais comme ça chauffait, je me suis levé et c'est là que je me suis présenté en tant que chef Oué
et que j'ai pris la parole pour dire à partir de maintenant que je prends la parole, cette histoire s'arrête maintenant. Vous les gourous, ça s'arrête. Et quand je l'ai fait, plus personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Je suis dans un village ébrié et en 2015, il y a eu une situation difficile où un petit Dida a été tué par des jeunes ébriés. C'est nous-mêmes qui étions au cœur de la gestion de ce litige. Les journaux en avaient fait écho, large écho, parce que les peuples étaient au bord des affrontements et nous avons pu gérer. On a utilisé un élément, mais un élément essentiel, c'est-à-dire l'élément de l'alliance. Ils étaient tous assis, tous les doyens, et nous avons parlé de l'alliance. Et tous les sachants ébriés le savaient. Mais en même temps, celui qui a ôté la vie à ce jeune Dida avait sa mère quelque part. Je lui ai dit de venir et je lui ai dit la conduite à tenir pour que la paix soit définitive. Elle n'a pas voulu attendre raison. Mais immédiatement, cette dame, elle est tombée malade pour dire que l'alliance, c'est quelque chose de sacré. Les Gaudiers, ils maîtrisent véritablement maintenant la culture Akan. Nous aussi, on maîtrise la culture Gaudier, la culture Dida, ainsi de suite. Parce que nous, les Africains, véritablement, notre tradition devient pour nous une religion. Voyez. Donc, quand on a beaucoup de traditions, quand tous ces peuples, toutes ces traditions se mettent ensemble, vous voyez ce que ça fait. Ça crée la cohésion, l'unité. Un canal que l'État de Côte d'Ivoire emprunte depuis peu à travers l'institution du médiateur de la République pour résoudre certains conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, le médiateur de la République, par exemple, a vu les alliances interethniques comme un élément fondamental pour régler un certain nombre de conflits. Au plan politique, comme on le dit, les choses peuvent être difficiles, mais avec ces alliances, je pense que ce sont des valeurs africaines que nous devons préserver et ce sont des valeurs qui peuvent contribuer vraiment à apaiser à un moment la tension, la situation entre les différents membres de nos différentes communautés. La paix est aujourd'hui une seconde religion en Côte d'Ivoire. Les différentes communautés le savent. Elles passent donc par les alliances pour fortifier leurs liens et consolider leurs acquis afin de vivre de façon harmonieuse. La Côte d'Ivoire va abriter la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Le pays prépare cette COP15 pour mai 2022 et M. Ibrahim Thiaossou, secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, sera avec nous dans tout juste quelques minutes sur ce plateau pour parler de cette rencontre importante que notre pays prépare. Le sport, facteur de consolidation de la paix. Dans la commune de Marcory, une course cycliste a été initiée le 15 novembre en vue de réunir toute une frange de la population autour de cet idéal de paix. Salif Ouattara. Dans un élan de solidarité et d'appel à la cohésion sociale, le député maire de la commune de Marcory, Abi Raoul, et le conseiller spécial du président du PDCI RDA, chargé de la réconciliation, Noël Akossi Benjo, ont donné le top départ de la 2e édition du Tour cycliste de la réconciliation et la paix. En choisissant le cyclisme, les parrains de cette cérémonie, qui a drainé du monde, veulent montrer aux yeux des Ivoiriens et du monde entier que le sport peut être facteur de rapprochement, vecteur de grandes émotions communes. Les deux leaders du peloton terminent la course main dans la main. Illustration parfaite du message délivré par Noël Akossi Benjo. Je voudrais tout simplement vous dire que le président de la République a annoncé la reprise du dialogue. L'objectif étant la réconciliation. Nous allons faire d'ici le démarrage prévu en décembre du dialogue un certain nombre de manifestations, non seulement à Abidjan, et sur toute l'étendue du territoire. La 25e journée nationale de la paix a permis à Noël Akossi Benjo de lancer un appel à la cohésion et à l'union autour d'un idéal commun, le développement de la Côte d'Ivoire.
Ils sont eux aussi engagés pour la paix. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont prêté serment. Ils ont promis de respecter les valeurs islamiques et de les mettre au service de leur pays. Franck Quadio. Ils sont plus de 200 jeunes musulmans, filles et garçons, qui viennent de tenir leur promesse d'engagement au scoutisme musulman. Ainsi, ces jeunes font partie officiellement des scouts Al-Ajra, des scouts musulmans formés selon leurs encadreurs sur les valeurs de l'islam, à savoir servir son pays et aider son prochain. Pour le conférencier, la formation au scoutisme peut amener les jeunes à prendre conscience de leur implication dans le développement de leur pays. Touré Souleymane, par ailleurs conseiller technique du Premier ministre Patrick Achi, a, au nom des parrains, le ministre d'État Kandia Kamara et le ministre des Transports Amadou Kone salué l'engagement de ces scouts musulmans, car selon lui, une jeunesse bien formée aux principes du scoutisme peut contribuer au développement de son pays. Clou de la célébration des bénédictions faites pour le président de la République, son gouvernement, mais aussi pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Direction Korogo pour le lancement du projet Résilience pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un projet initié et financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par les États-Unis pour renforcer la paix dans les zones frontalières nord et contrer l'extrémisme violent à Mississauga. Renforcer la résilience et l'apprentissage des communautés aux frontières nord de la Côte d'Ivoire pour favoriser le vivre ensemble. C'est le cheval de bataille de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, d'où le lancement de son projet Résilience pour la paix pour barrer la route à l'extrémisme violent à Korogo. Il est mis en œuvre par Equal Access International dans les régions de Bagoué, Bunkani, Folon, Poro et Tchologo. Résilience pour la paix va promouvoir l'inclusion de toutes les communautés dans la gestion de la menace, sans toutefois les mettre à risque de représailles. Le projet Résilience pour la paix est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par le peuple américain à travers l'USAID pour une durée de 5 ans. Une projection des différentes composantes du projet Résilience pour la paix permet à l'assistance de s'imprégner du quotidien de ces populations frontalières. Pour le représentant de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le secrétaire du Conseil national de sécurité Fidel Sarasoro, la résilience pour la paix requiert la mutualisation des efforts de tous. Je suis convaincue que la clé de la réussite contre les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est que l'État puisse compter sur le soutien de la population civile dans toutes les composantes. Il revient à l'État de gagner et d'entretenir ce soutien. Les objectifs de ce projet sont parfaitement en ligne avec ceux de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de débloquer près de 25 millions de dollars pour des actions à impact rapide en hydraulique et en ouverture de pistes rurales, notamment dans la zone du Bunkani et dans la zone du Tchologo. Par ailleurs, il est prévu d'encourager davantage les entreprises à s'installer dans les régions frontalières en vue de transformer localement les productions agricoles telles que l'anacarde, les mangues, le coton. Ceci permettra bien évidemment
de favoriser la création d'emplois pour les jeunes. Dans le projet Résilience pour la paix, autorités administratives, traditionnelles, chercheurs, plateformes de jeunes, radios de proximité, associations de femmes et de jeunes sont les acteurs clés pour la réussite de ce projet. Paix et cohésion sont également les maîtres mots de cette rencontre de la jeunesse du Tchologo, cette jeunesse qui prône l'unité et le vivre ensemble. Kader Sogodogo. La place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou, envahie par des jeunes. Ils viennent de toute la région du Tchologo. Après 48 heures d'assises, un nouveau départ s'annonce. L'unité et la cohésion sociale animent désormais cette jeunesse qui a pris conscience de son rôle dans le développement. Journée de communion avec nos mères, nos pères, nos sœurs, nos frères, à l'effet de présenter l'image d'une région unie et solidaire derrière le plus illustre des fils du Tchologo, à savoir le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Les ministres Amadou Koulibaly et Adama Diawara, témoins de ce nouveau vent qui souffle sur cette jeunesse, encouragent les jeunes à mettre en œuvre leurs résolutions. Cette forte mobilisation qui est le signe de votre engagement, je dirais de votre triple engagement. Engagement pour la jeunesse, c'est-à-dire engagement pour vous-même, engagement pour notre région, le Tchologo, et engagement pour votre pays, la belle Côte d'Ivoire. Regardez le gouvernement actuel et vous allez voir la percée des jeunes qu'il y a dans ce gouvernement. Ce faisant, je pense au ministre Touré Mamadou qui m'a demandé de le représenter ici. Mais je pense à la ministre Dogo Belmonde, je pense à Epiphane Zoro, je pense à Félix Anoblé, je pense à Brice. Nous sommes nombreux. Pour le patron de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, des emplois existent dans la région. Elle se présente comme une opportunité pour cette jeunesse pour sortir des clivages. Je pense qu'il est bon dès maintenant, avant l'ouverture du port sec dans 2 ans, que vous puissiez déjà vous former aux emplois que le port sec demandera. Pour qu'à l'ouverture du port sec, vous soyez les premiers. La jeunesse du Tchologo a tenu à témoigner toute sa gratitude à des personnalités dont le ministre Alcide Djedje et le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensie Yakouba, pour leur soutien. Il revient à l'ex-député de Yopougon, Zie Daouda Koulibaly Pelewolényan, de veiller à l'application de toutes les résolutions en sa qualité de président du comité de suivi. À l'Assemblée nationale, il est question depuis ce matin de budget. 2 projets de loi de finances sont examinés. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a présenté la loi de finances pour l'année 2022. Lanciné Bakayeko. À l'occasion de 495 milliards de francs CFA de droits de tirage spéciaux par le FMI, nouveaux accords de financement extérieur, progression des services de la dette, renforcement des crédits de santé, dépenses liées à la crise énergétique. Bref, ce sont là quelques évolutions qui ont rendu nécessaire la révision du budget 2021. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'année 2021 de 694 milliards de francs CFA, portant son niveau à 9 093 milliards de francs CFA, contre 8 398 milliards initialement prévus. Ces frémissements qui découlent de cette loi rectificative laissent espérer un rebond de croissance dans l'ordre de 6,5%, mais la réalisation de cette performance est assujettie à la pérennisation des efforts dans le domaine de la santé et dans l'éradication du péril sécuritaire. Après le vote de ce collectif budgétaire par la Commission des affaires économiques et financières, le ministre Moussa Sanogo a également fait une présentation sommaire du budget de l'État pour l'exercice 2022. Un budget de 9 901 milliards en hausse de 17%. L'évolution satisfaisante des campagnes de vaccination et la mise en œuvre des plans de relance économique par de nombreux pays ont induit un rebond des activités avec une croissance de l'économie mondiale qui devait se situer à 6% en 2021, puis à 4,9% en 2022, contre moins 3,2% en 2020.
Au niveau national, l'économie continue de bénéficier de la dynamique impulsée par la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire pour se situer à un taux de croissance de 6,5% en 2021, après avoir affiché 2% en 2020. Ce budget de l'État 2022, adossé à 6 piliers dont l'amélioration de la gouvernance et la transformation structurelle de l'économie, sera exécuté en mode budget programme en lien avec le PND 2021-2025. 2840 milliards vont être consacrés aux investissements publics, répartis sur 30 dotations et 150 projets. Quant aux indicateurs, les projections de croissance tablent sur un taux de 7,1%, contre un déficit public de 4,7%. Une performance dans le contexte communautaire. Nous vous le disions en début de journal, la Côte d'Ivoire va abriter la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Le pays prépare cette COP 15 pour mai 2022 et M. Ibrahim Thiaw, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, nous a rejoints sur ce plateau pour en parler. Bonsoir M. Ibrahim Thiaw. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes en Côte d'Ivoire donc pour préparer l'événement et avec vous nous allons parler de l'intérêt que revêt cette importante rencontre pour la Côte d'Ivoire et aussi ses retombées. Mais tout d'abord on sort d'une COP, la COP 26 qui s'achève et on a la COP 15 qui s'annonce. Quelle est la différence? La planète est un milieu complexe et nous avons émis beaucoup trop d'émissions de gaz à effet de serre qui perturbent l'atmosphère et qui engendre des difficultés énormes pour l'humanité. La planète a aussi une terre, cette terre qui nous nourrit, qui nous fournit de l'eau, et donc quand on la dégrade, on compromet notre habilité à nous nourrir et à satisfaire à nos besoins. Donc c'est l'objectif de la Convention sur la lutte contre la désertification. Donc c'est deux pièces d'un même puzzle. Il y a une troisième pièce d'ailleurs, c'est la Convention sur la diversité biologique. Et les trois conventions ont été négociées ensemble à Rio en 1992. On comprend mieux. Mais qu'est-ce qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être sélectionnée pour organiser cette COP 15? La Côte d'Ivoire est un État partie de la Convention sur la lutte contre la désertification, un État extrêmement important. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur le secteur primaire, la production agricole. Et donc la Côte d'Ivoire a exprimé un intérêt qui a été accepté par les partis pour abriter la 15e session de la conférence des partis de la Convention sur la lutte contre la désertification. Vous l'avez bien dit, notre économie repose en grande partie sur l'agriculture. Quelles seraient donc les retombées pour la Côte d'Ivoire en organisant un tel événement? Elles sont multiples. Les retombées d'une COP, c'est d'abord le tourisme, puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont venir à la COP. C'est aussi un intérêt politique, puisque en abritant la COP, on assure la présidence d'une conférence des partis, donc c'est extrêmement important. Mais c'est également pour la Côte d'Ivoire d'exercer son leadership au niveau mondial. C'est un État important, au même titre que les autres États d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique latine. Et donc elle abrite cette conférence des partis, elle exprime un point de vue, et les retombées sont politiques, diplomatiques, économiques, etc. Ce sera donc en mai 2022. Concrètement, comment cela va se dérouler? C'est 15 jours de conférence des partis qui sera présidée par le gouvernement, par la Côte d'Ivoire, qui désignera un président pour cette conférence des partis. C'est des milliers d'experts, de plénipotentiaires, de chefs d'État ou éventuellement de ministres, enfin de ministres et éventuellement de chefs d'État qui vont converger vers la Côte d'Ivoire et qui vont discuter des questions aussi importantes que la gestion de la terre et l'impact des sécheresses sur l'humanité. Vous savez, les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus meurtrières d'ailleurs, entraînant parfois des famines dans certaines régions, y compris dans certaines régions d'Afrique. On a vu ce qui se passe à Madagascar en ce moment. Et donc, c'est des questions qui sont complexes, qui doivent être négociées dans une conférence. Et les Nations Unies ont cette habilité de regrouper, nous avons 197 parties à cette convention. Donc, c'est une convention universelle et tous les États sont au même pied d'égalité, présidé par la Côte d'Ivoire et donc va négocier des questions d'importance pour l'humanité. Je précise simplement que quand on parle de terre, on parle aussi de l'alimentation, on parle de l'eau que nous consommons, on parle des habits que nous portons,
On parle de l'énergie, avec l'énergie hydroélectrique ou l'énergie solaire. On parle de la vie et de l'économie. Donc, le socle sur lequel nous vivons est que vous soyez japonais ou chinois, vous consommez, vous mangez, vous buvez, vous respirez de l'air et donc vous utilisez une terre. On parle donc d'un élément vraiment indispensable à la vie. Alors pour terminer, M. Cho, vous êtes en Côte d'Ivoire donc pour préparer cette rencontre. Elle aura lieu en mai 2022. Est-ce que les préparatifs avancent bien? Très bien. Nous avons envoyé une mission technique qui a séjourné pendant une dizaine de jours, que j'ai rencontrée hier à mon arrivée, lorsque je suis arrivé avant-hier, et qui est repartie satisfaite de l'état de préparation. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, y compris des Ivoiriens, pour qu'ils comprennent pourquoi cette COP est importante. Il y a encore un travail diplomatique à faire au niveau mondial, au niveau politique. Mais nous sommes confiants que la Côte d'Ivoire sera prête pour abriter cette conférence des parties. Merci à vous, M. Ibrahim Cho. Vous êtes le sous-secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Nous vous souhaitons un très bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Sensibiliser afin d'éclairer sur les dangers liés au phénomène du travail des enfants, c'est l'option choisie depuis quelques mois par le CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Une campagne de sensibilisation dédiée s'est d'ailleurs tenue dans la ville de Thiébissou en vue d'instruire les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant sur les notions liées au travail des enfants. Mama Traoré. Pour l'occasion, le foyer des jeunes de Thiébissou a été transformé en une salle de classe. Les élèves présents sont issus des niveaux 5e, 4e et 3e. Une classe commune pour un cours particulier portant sur les dangers liés au travail des enfants. Cours dispensés par les experts du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, et ceux des ONG partenaires à cette campagne de sensibilisation. Les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants sont interdits parce que la place des enfants est à l'école. Mais cela dit, les enfants peuvent également effectuer un certain nombre d'activités, notamment les travaux légers et les activités socialisantes. Nous voulons attirer l'attention des enfants pour dire que notre terre est riche. Il faut apprendre à connaître la richesse du cacao, les bienfaits du cacao, pour que ces enfants eux-mêmes, quand ils pourront un jour se prendre en charge, se disent que nous pouvons aussi, si à l'école on n'a pas réussi, on peut revenir à la terre pour faire du cacao. Lorsque la première dame a décidé de prendre en charge ce volet pour défendre notre cacao, il faut absolument qu'il y ait une contribution, un soutien à cela. On accompagne tout le programme que la première dame met en place. Avec le concours de l'ONG Les Amis de San Pedro, les apprenants ont aussi eu droit à un film didactique retraçant le processus de transformation du cacao en chocolat. Cette production audiovisuelle enseigne aussi aux enfants le poids du cacao dans l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous parlons de transformation de notre cacao. Il faut bien des consommateurs et nos enfants sont bien enseignés pour leur donner goût au chocolat. C'est là l'importance de ma mission aujourd'hui, avec le CNS que je remercie. Outre la sensibilisation, les habitants de Thiébissou ont été dépistés gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Au total, 400 personnes ont été prises en charge lors de cette activité sanitaire menée par l'ONG Santé Mobile. Restons dans l'actualité sanitaire avec le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce mardi 16 novembre. Le ministère de la Santé a enregistré aujourd'hui 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 1389 échantillons prélevés. 27 personnes ont été déclarées guéries et 0 décès enregistré. Du 1er mars au 15 novembre, 3 907 338 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Le ministre gouverneur du district autonome de la Comoé a fait une tournée dans la région de Landénié-Duablin. À Bétier, à Bangourou et à Nibilécro, Pascal Abinankwakou a sollicité le soutien des populations pour la réussite de sa mission de développement. Hermaniamien. Après les régions du Sud Comoé et du Moronou, le ministre gouverneur du district autonome de la Comoé dans la région de Landénié-Duablin, ultime étape de sa tournée de prise de contact avec les populations de sa circonscription. À Bétier, où il a commencé sa tournée, tout comme à Abengourou et à Nibilécrou,
Les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Des populations qui voulaient en savoir un peu plus sur les missions de ce nouvel outil de développement mis en place par le président Alassane Ouattara. Répondant aux préoccupations des populations, Pascal Kwakwabina a indiqué que le district autonome, le conseil régional et le conseil municipal ne sauraient se marcher sur les pieds car les missions de chaque entité ont été bien définies. Dans le cadre de la décentralisation, le district autonome intervient dans la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité. Après avoir expliqué les missions et la composition du district autonome, Pascal Kwakwabina a demandé la bénédiction de ses parents pour la réussite de sa mission. Actualité oblige, il a exhorté les populations à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population afin de permettre aux décideurs de disposer de statistiques fiables pour faciliter la planification et le développement du district de la Komoué. Il veut lui aussi mieux planifier ses actions. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire renforce son organisation structurelle. Un plan d'action va être élaboré avec des fiches programmes sur les thèmes les plus importants du secteur, tels que la sécurité routière ou la surcharge pondérale. Marie-Ange Kouakou et Jean-Marc Djadji. Les acteurs du transport routier réfléchissent sur de nouvelles stratégies de développement liées à la sécurité routière. Examiner les projets d'un nouveau règlement intérieur, valider la stratégie de financement et préparer les actions du Haut Conseil des transporteurs sont, entre autres, au cœur des échanges et des propositions. Il s'agira, au sortir donc de cette rencontre, d'avoir un plan d'action véritablement structuré, qui a une vision, qui a un cap et qui a des objectifs clairs, pour que la question de la professionnalisation du transport routier en Côte d'Ivoire soit une réalité avec l'implication des professionnels du secteur du transport. Cette journée de réflexion fut l'occasion pour le ministère des Transports de rappeler ses missions, améliorer la gestion de l'entretien routier et sensibiliser pour atteindre l'objectif zéro accident d'ici 2025. Les résultats issus de vos travaux contribueront à n'en point douter au renforcement du fonctionnement et de la gestion du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Le ministère suivra avec beaucoup d'attention la mise en œuvre de votre plan d'action qui sans nul doute contribuera à la redynamisation du transport routier. Les données générales indiquent que le facteur humain représente 92% des accidents et les causes les plus importantes sont le défaut de maîtrise du code de la route, l'imprudence des piétons et la vitesse excessive. L'Office ivoirien du patrimoine culturel a mis en place une exposition iconographique itinérante. Elle porte sur les 8 mosquées de style soudanais classées sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Djeneba Bini et Didier Nguessan. 8 mosquées de style soudanais au nord de la Côte d'Ivoire inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. L'Office ivoirien du patrimoine culturel tient ce vernissage et cette exposition iconographique pour promouvoir ces mosquées. Cette exposition est une exposition itinérante qui va être présentée dans plusieurs lieux, donc l'IPC, l'INISAC, l'université, et à l'intérieur de certaines localités, entre dans le cadre global de la valorisation et la mise en valeur de ces monuments historiques-là. Adama Diawara, représentant le patron de la cérémonie, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, salue cette initiative. Nous avons assisté à une très belle exposition. Ces mosquées de type soudanais dans le septentrion ivoirien symbolisent quand même la cohabitation pacifique et la tolérance religieuse au niveau des populations sénifo et malinké au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, la reconnaissance de ces œuvres architecturales à travers leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO,
sont une preuve d'encouragement de la communauté internationale à cette cohabitation pacifique qui prévaut au nord de la Côte d'Ivoire et qui devrait prévaloir au niveau de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, sensibilise la population des localités d'implantation des mosquées de style soudanais. Dire à tous les acteurs, à tous les élus et fils et filles des régions et localités concernées de rejoindre cette belle initiative pour la promotion et surtout pour la valorisation de ces biens à l'effet de créer une richesse pour les populations de ces localités-là. Cette exposition entre dans le cadre des missions de conservation, de valorisation et promotion du patrimoine culturel national et international. Elle permet à la Côte d'Ivoire d'aborder la phase de promotion et d'exploitation économique de ces chefs-d'œuvre qui appartiennent désormais à l'humanité tout entière. En sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, l'aventure ivoirienne a pris fin ce soir face au Cameroun, 1-0. La Côte d'Ivoire n'ira pas au Qatar. Grâce à l'unique but du Lyonnais Karl Toko, à la 21e minute, le Cameroun remporte la partie. Et puis au Mali, pour terminer, les forces françaises ont quitté la base avancée de Tessalit. Les 400 soldats de l'opération Barkhane laissent le contrôle aux militaires maliens. Ils ont suivi un entraînement intensif et seront épaulés par un gros contingent de la MINUSMA. La force Barkhane se dit néanmoins prête à leur apporter un soutien aérien si nécessaire. C'est en juin dernier que la France a décidé de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali, Kidal, Tombouctou et Tessalit. Voilà pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur nos antennes. Je vous dis à demain.